En 2023, l'Ukraine a franchi une étape significative dans l'acquisition de la supériorité aérienne avec l'intention de se doter de 100 à 150 avions de combat JAS-39 Gripen. Ce choix soulève des interrogations quant aux caractéristiques distinctives de cet appareil et à sa comparaison avec le Rafale français. Une analyse approfondie est nécessaire pour comprendre les implications de cette décision sur les enjeux aériens en Europe de l'Est. Le JAS-39 Gripen, conçu par Saab, a effectué son premier vol en 1984 pendant l'intensification de la guerre froide. Il a été développé pour répondre aux exigences spécifiques de l'aérospatiale de la Suède, pays au vaste territoire peu peuplé. Contrairement aux avions de combat lourds de l'époque, le Gripen privilégie l'agilité, la furtivité, des systèmes avioniques de pointe et des coûts d'exploitation optimisés. La version E actuelle illustre cette évolution, intégrant des radars AESA, des liaisons de données modernisées et une capacité à emporter jusqu'à 4 missiles RR par mission. Le Rafale incarne la polyvalence de l'aviation française, conçu pour opérer aussi bien en mer qu'au-dessus des déserts. Il conjugue puissance et adaptabilité, offrant une réactivité supérieure et une autonomie accrue grâce à sa propulsion bimoteur. Son radar RBE-2AA et ses systèmes de contre-mesure en font un adversaire redoutable. Face au Gripen E, il doit cependant composer avec un concurrent qui a fait de la furtivité et de l'efficacité un principe fondamental. Scénario hypothétique. 4 Rafales effectuent une frappe, chacun emportant un missile Exocet. Un Gripen E réalise la même mission avec le même nombre de missiles, mais avec un coût d'heure de vol considérablement réduit et une signature radar quasi inexistante. La différence est significative. La décision de l'Ukraine de privilégier le Gripen s'explique par un facteur stratégique majeur, la capacité d'embuscade. Le Gripen est conçu pour exécuter des frappes rapides et discrètes, puis se retirer rapidement. Son faible coût d'exploitation permet à l'Ukraine de maintenir une flotte aérienne conséquente sans compromettre ses ressources financières. Dans un contexte conflictuel où la logistique représente un défi majeur, cette capacité peut s'avérer déterminante. De plus, la Suède offre un soutien technique et logistique de premier ordre, grâce à son industrie de l'armement reconnue pour sa fiabilité et son expertise. Cette acquisition est-elle suffisante ? Le Gripen E, bien que performant, ne constitue pas une solution complète aux défis de l'Ukraine. Face à des adversaires dotés de systèmes de défense aérienne sophistiqués, son efficacité optimale nécessitera un soutien en guerre électronique et des missiles de longue portée. Par ailleurs, le délai de formation des pilotes et d'intégration de ces appareils au sein de l'armée de l'air ukrainienne représente un facteur déterminant. Dans un contexte où chaque instant est crucial, la pertinence de cette stratégie mérite réflexion. Cette acquisition s'inscrit-elle dans une vision à long terme de l'aviation de combat ? Le Gripen E incarne une transition vers des appareils plus légers, plus économiques et mieux adaptés aux conflits contemporains. Néanmoins, cette approche soulève des interrogations quant à la pérennité de ces choix. Dans un environnement où les dépenses de défense augmentent constamment, la viabilité d'une stratégie reposant sur des appareils dont la durée de service ne dépasse pas une trentaine d'années mérite réflexion. L'impact sur les doctrines militaires, en cas de hausse des coûts de production et d'entretien, mérite également analyse. En 1984, la guerre froide battait son plein. Le Gripen, conçu par Saab, répondait aux exigences spécifiques d'un de la Suède, un avion monomoteur agile, capable de défendre un vaste territoire peu peuplé. Contrairement aux avions lourds de l'époque, il privilégiait la furtivité, une technologie avionique avancée et des coûts d'exploitation réduits. Aujourd'hui, la version E incarne cette évolution. Radar AESA, liaison de données modernisée et capacité à emporter 4 missiles RR par mission. Quelles sont les véritables différences avec le Rafale ? Le Rafale incarne la polyvalence française. Conçu pour opérer en mer comme au-dessus des déserts, il conjugue puissance et adaptabilité. Grâce à ses 2 moteurs, il offre une réactivité supérieure et une autonomie accrue. Son radar RBE-2AA et ses systèmes de contre-mesure en font un adversaire redoutable. Face au Gripen E, il doit composer avec un concurrent qui a fait de la furtivité et de l'efficacité un credo.
Exemple, 4 Rafale Marines lancent une frappe, chacun emportant un missile Exocet. Un Gripen E réalise la même mission avec le même armement, mais avec un coût d'heure de vol divisé par 2 et une signature radar quasi inexistante. L'Ukraine a opté pour le Gripen en raison de sa capacité à mener des frappes rapides et discrètes, caractéristique essentielle dans le contexte actuel. Son coût d'exploitation réduit permet de maintenir une flotte conséquente sans compromettre les ressources financières. Dans un conflit où la logistique représente un défi majeur, cette capacité revêt une importance capitale. La Suède offre un soutien technique et logistique de qualité exceptionnelle, difficilement égalable. Ces avantages sont-ils suffisants ? Bien que performant, le Gripen E ne constitue pas une solution miracle aux défis de l'Ukraine. Face à des adversaires dotés de systèmes de défense aérienne sophistiqués, il nécessitera un soutien en guerre électronique et des missiles de longue portée pour optimiser son efficacité. De plus, la formation des pilotes et l'intégration des appareils au sein de l'armée de l'air ukrainienne représentent un investissement en temps considérable, pouvant s'étendre sur plusieurs mois, voire années. Dans un contexte où chaque instant est précieux, la rapidité de cette transition reste questionnable. Cette acquisition marque une étape dans l'évolution de l'aviation de combat. Le Gripen E incarne une tendance vers des appareils plus légers, plus abordables et mieux adaptés aux conflits contemporains. Cette approche soulève cependant des interrogations sur la pérennité de ces choix. Dans un environnement où les coûts de défense augmentent constamment, la viabilité à long terme d'investissement dans des appareils dont la durée de service ne dépasse pas 30 ans mérite réflexion. L'évolution des doctrines militaires pourrait être influencée par la hausse des coûts de production et d'entretien, remettant en question leur rôle prédominant. Sur cet écran, comme sur le F-35, nous affichons la carte et superposons le radar. Le radar fonctionne comme une lampe torche dans l'obscurité. Une caractéristique majeure réside dans l'intégration d'un radar actif, similaire à celui présent sur 30% de notre flotte de Rafale, mais monté sur une plaque rotative. Contrairement à un radar conventionnel limité à 60 degrés de champ de vision, notre système offre une capacité de rotation jusqu'à 100 degrés. Cette capacité est capitale car la doctrine d'emploi des chasseurs en combat longue portée repose sur le support en profondeur, mutual support. Pour illustrer, dans le passé, surveiller une frontière nécessitait 2 avions de génération antérieure, comme des Mirage 2000C, l'un observant le ciel supérieur, l'autre le ciel inférieur. Ainsi, pour une couverture continue sur 40 km, 4 Mirage 2000C étaient nécessaires. Avec le Rafale et son antenne active plus puissante, 2 Rafales suffisent. L'un effectue un balayage de 60 degrés à droite, tandis que l'autre est prêt à intervenir. Lorsque le premier s'approche trop de la zone d'intérêt, il fait demi-tour et laisse place au second. Ce processus assure une surveillance continue. L'avantage d'un radar à 100 degrés réside dans le maintien d'une surveillance active pendant les évolutions de l'appareil. En théorie avantageux, son application pratique est différente. Il permet d'augmenter de manière autonome la probabilité de succès d'un missile longue portée sans pénétrer dans la zone adverse. Un Gripen est confronté à un adversaire équipé d'un Su-27, Rafale, F-15 Eagle ou autre avion de génération similaire, doté d'un armement comparable. Le Gripen utilise le missile longue portée MBDA Meteor, tandis que l'adversaire est équipé du Vympel R-77, AA-12 Archer, l'équivalent russe. Lors d'un engagement, l'opérateur du Gripen dispose de plusieurs options. Il peut tirer à la limite longue portée, exposant le missile à une perte potentielle en cas de manœuvre adverse, ou attendre la zone de non-échappement, NEZ, ce qui nécessite de se rapprocher. Si l'adversaire tire à longue portée, le Gripen est vulnérable, sauf dans certaines circonstances. Dans ce scénario, le Gripen peut attendre que l'adversaire, par exemple un Su-27, s'approche à mi-distance. À ce stade, il peut évaluer une probabilité d'interception suffisamment élevée pour engager le tir. Contrairement à la plupart des avions occidentaux qui font demi-tour après le tir, le Gripen peut maintenir le contact avec la cible grâce à la liaison avion-missile, LAM. Cette liaison permet de mettre à jour continuellement la position de la cible
augmentant les chances d'interception. Pour optimiser l'efficacité du missile, l'avion moderne maintient un angle de 50 degrés par rapport à la cible et continue de guider le missile en vol. Cette approche permet au missile de suivre la cible même si celle-ci effectue des manœuvres, augmentant ainsi la probabilité d'une interception réussie. Si l'appareil effectue une manœuvre, cela est acceptable. Cependant, à un moment donné, il est impératif de faire demi-tour. Le Gripen, quant à lui, possède la capacité de ne pas faire demi-tour, mais plutôt de se positionner transversalement à la menace, réduisant ainsi le risque d'être touché par un missile, voire de s'éloigner légèrement tout en lançant son missile. Par conséquent, un seul Gripen peut être considéré comme presque aussi efficace que des Rafales. Cette efficacité s'explique par sa capacité à augmenter la probabilité de succès de son missile à moyenne ou longue portée lorsqu'il opère seul. Dans des scénarios où un appareil tel qu'un Rafale, un F-16 ou un F-15 est contraint de faire demi-tour, le Gripen offre une alternative viable. L'utilisation du Gripen peut potentiellement accroître la survie et l'efficacité militaire. Le seul autre avion que je connaisse possédant une capacité théorique similaire est le Sukhoi 57, équipé d'antennes supplémentaires. Cette caractéristique modifie considérablement la capacité de l'appareil à effectuer des engagements au-delà de la portée visuelle, BVR, de manière autonome. Le Gripen est donc particulièrement adapté aux escarmouches et à la perturbation des opérations adverses, tout en maximisant la probabilité de succès de son missile. En somme, un adversaire utilisant cette tactique oblige l'adversaire à faire demi-tour. Une fois que l'adversaire a effectué un demi-tour et ne s'est pas rapproché, son missile a échoué à atteindre sa cible. L'adversaire peut alors retourner vers le Gripen, qui peut alors le poursuivre, laissant l'adversaire dans l'incertitude quant à sa prochaine action. L'adversaire peut soit choisir de faire face, auquel cas il risque d'être touché par un tir rentrant, soit il est contraint de faire demi-tour. Contrairement à cette méthode, l'engagement de deux appareils classiques est nécessaire. Grâce à son radar, le Gripen offre un avantage significatif. Ce système n'est pas uniquement conçu pour l'esthétique, mais également pour permettre à un avion, même face à une patrouille de deux appareils, d'exercer une influence significative. Il est important de souligner que cela ne doit pas être utilisé à des fins malveillantes. C'est ici que réside la compensation potentielle de la complexité et du talent requis, ainsi que de l'entraînement intensif nécessaire aux pilotes pour exécuter ces tâches en collaboration avec l'intelligence artificielle, ce qui représente l'avenir. Une fois cette technologie intégrée à la carte, les utilisateurs pourront y intégrer diverses fonctionnalités. Ils bénéficieront ainsi d'une conscience situationnelle accrue grâce aux informations fournies par les capteurs infrarouges, notamment grâce à la présence d'un système IRST. Ce dernier conserve sa capacité à détecter les sources de chaleur. Les propagandistes, les industriels et les lobbyistes affirmeront probablement que cette technologie est capable de détecter les avions furtifs. Bien que cela soit vrai, il convient de nuancer cette affirmation, notamment lorsqu'il s'agit de voler au-dessus de régions comme la Bretagne, où les conditions météorologiques peuvent être difficiles avec des altitudes de 30 000 pieds de nuages. En revanche, par temps clair et favorable, l'IRST permettra effectivement de détecter de très loin les sources de chaleur. Il est néanmoins important de rester prudent. La présence d'un tel système est un atout indéniable. Le Rafale en est équipé, tout comme le Gripen. Il est intéressant de noter qu'en quelques années seulement, la sensibilité du capteur a été multipliée par 10. Cependant, en cas de conditions météorologiques particulièrement complexes, il ne faut pas s'attendre à ce que le système IRST soit infaillible. L'IRST détecte l'avion furtif opérant au sein des formations orageuses. De plus, les informations provenant des capteurs infrarouges embarqués sur les missiles, qui communiquent entre eux, sont complétées par l'équivalent de la liaison 16. Les forces armées suédoises sont pionnières dans ce domaine depuis les années 1980. Actuellement, la liaison 21 est utilisée, qui se caractérise par le partage, la connectivité et l'échange d'informations. Cela permet à un avion de maintenir son radar éteint tout en alimentant ses capteurs, qui sont restés actifs,
ainsi que ses missiles avec des informations de positionnement. Un aspect crucial est le taux de rafraîchissement. En effet, la qualité de la position de l'adversaire varie en fonction de la source de l'information. Une difficulté souvent négligée réside dans la capacité de l'opérateur à synthétiser efficacement les informations. Pour illustrer ce propos, considérons un scénario où un radar performant avec un taux de rafraîchissement élevé est utilisé, associé à un avion radar plus ancien de l'OTAN, tel qu'un E-3, dont le taux de rafraîchissement est par exemple de 10 secondes. En combat aérien, 10 secondes représentent une distance considérable. L'opérateur dispose alors de son propre plot radar, d'un plot provenant de l'avion radar plus ancien, avec un décalage de 10 secondes, et éventuellement d'un plot provenant d'un autre collègue équipé d'un radar légèrement décalé. Cette situation peut conduire à la présence de 3 plots représentant une seule information valide. Le risque principal est de déclencher une attaque ou de lancer un missile sur la base d'une information obsolète de 10 secondes. Il est donc primordial, d'un point de vue informatique et de conception, de parvenir à une fusion d'informations optimale, ce qui nécessite des ressources informatiques importantes et des choix judicieux. Le pilote disposera d'une fonction de tri permettant d'évaluer la qualité des données. Je suis conscient que de nombreux professionnels de l'informatique suivent cette chaîne. Le concept de big data est omniprésent et nous nous trouvons aujourd'hui confrontés à cette réalité. Il est impératif de trier en temps réel la qualité de l'information, de prendre des décisions éclairées et, par exemple, de déterminer si la qualité des données relatives à Magic est insuffisante. Dans ce cas, le pilote ou un collègue peut activer un système d'alerte ou radar pour signaler la présence de données non pertinentes. Cependant, lorsque le pilote est dos à la menace et ne peut pas utiliser son radar, il est crucial de disposer d'une estimation approximative de la position de l'ennemi à environ 3 nautiques. Lorsque le pilote reprend sa position face à la menace, il peut exploiter la capacité de son radar ou de celui de son équipier pour améliorer sa conscience de la situation. Il peut ainsi disregarder les informations non pertinentes. En somme, nous sommes devenus de véritables gestionnaires de données dans nos cockpits modernes. L'intelligence artificielle jouera un rôle essentiel dans ce domaine, et elle a déjà intégré ce concept en masquant les informations non essentielles au pilotage de l'avion. Par exemple, le pourcentage de performance du moteur n'est pas affiché en permanence pour éviter de surcharger les capacités cognitives du pilote. Le pilote et le tacticien devront décoller à proximité de la menace, effectuer leur mission, se reposer, et ainsi de suite. Un avantage significatif du Griffon réside dans son temps de ravitaillement, qui est de 10 minutes, que ce soit pour le carburant ou les munitions. À titre de comparaison, lors de la guerre des 6 jours, les Israéliens parvenaient à ravitailler leurs avions en 7 minutes. Actuellement, un avion moderne nécessite 10 minutes pour le ravitaillement, ce qui représente, sans conteste, une performance exceptionnelle parmi les avions occidentaux. Ce système a été conçu dès le départ. Le moteur reste en fonctionnement pendant le ravitaillement, ce qui permet une reprise rapide des opérations. De plus, des points de ravitaillement sont stratégiquement répartis, ce qui élimine le besoin d'un système de pompage cardiaque. Le Gripen offre une capacité stratégique significative sur le champ de bataille grâce à sa capacité à déployer des points d'appui permettant des déploiements rapides et des retraits. Cet avantage est particulièrement pertinent face à des adversaires équipés d'avions de plus grande taille et de une autonomie accrue, qui peuvent rencontrer des groupes de cibles émergentes susceptibles de lancer des missiles à longue portée. Ces missiles peuvent partir de positionner transversalement, rendant difficile leur interception, soulignant ainsi l'importance de systèmes de défense robustes et de capacités de tir améliorées. Bien que les détails techniques ne soient pas abordés en profondeur, il est important de souligner que la guerre aérienne ne se résume pas à des présentations formelles, mais à l'application de tactiques efficaces. La capacité du Gripen à orienter son radar latéralement représente un atout stratégique majeur, contraignant potentiellement les adversaires à modifier leur trajectoire. En outre, le Gripen E intègre des systèmes avancés tels que l'IRST,
Infrared Search and Track, un radar sophistiqué et des capacités de guerre électronique. La guerre électronique, souvent perçue comme un exercice théorique, repose en réalité sur la qualité des données contenues dans la bibliothèque du système. Le Gripen se distingue par son architecture informatique autonome où chaque système fonctionne de manière indépendante, garantissant ainsi une efficacité et une résilience accrues. Une capacité et une agilité exceptionnelles dans l'évolution des logiciels constituent un facteur déterminant. Sur un champ de bataille moderne, la capacité à mettre à jour rapidement la base de données et la bibliothèque est primordiale pour obtenir un impact significatif. Il ne suffit pas de présenter un système comme étant le meilleur du marché. Sans l'agilité nécessaire pour s'adapter aux modifications apportées par l'adversaire, sa valeur est considérablement réduite. Par ailleurs, il convient de tempérer l'importance accordée à la guerre électronique. Si elle est indéniablement utile, l'objectif du chasseur est de rester tactiquement en dehors du domaine de tir adverse. Ainsi, la guerre électronique doit être considérée comme un dernier recours. Dans les armées occidentales, un chasseur efficace évite de s'engager dans le domaine d'engagement de l'adversaire. Il manœuvre tactiquement pour minimiser le recours à son système de guerre électronique. Bien que ce dernier soit indispensable et apporte un soutien précieux, l'opérationnel doit privilégier la géométrie, la tactique et le choix de la méthode D, engagement à fin D, éviter une dépendance excessive à un système de guerre électronique qui pourrait ne pas avoir été testé face à une modification du missile en approche. Le système Gripen E est commercialisé comme une solution de détection des arrivées de missiles. Cet aspect ne constitue qu'une partie de ses fonctionnalités globales. D'après mon expérience en tant qu'opérateur, il est primordial de ne pas se reposer exclusivement sur un tel système. D'autres points méritent une attention particulière, notamment en ce qui concerne le radar actif. La question se pose de savoir si ce dernier est capable de détecter les missiles en vol. Bien que je ne puisse pas apporter de réponse définitive à ce stade, cette capacité revêt une importance capitale. En effet, la capacité à se positionner transversalement et à utiliser son antenne radar pour détecter des appareils tels que LSAC A12 ou LLA10 qui ne sont pas particulièrement discrets permet d'identifier si l'adversaire engage le feu. Cette information stratégique permet d'adopter une posture plus offensive et d'adapter ses manœuvres en conséquence. Il est important de souligner que l'armée française a récemment démontré sa capacité à intercepter des missiles en vol. Il est donc légitime de supposer qu'elle dispose de moyens de détection, qu'ils soient électroniques ou radars. Par conséquent, nos tactiques doivent évoluer en conséquence. L'accès à une quantité accrue de données pour la prise de décision est primordial, ce qui renforce l'importance de l'intelligence artificielle. À ma connaissance, cette dernière n'est pas encore intégrée au système air du Rafale. En conclusion, il a été démontré que le Gripen est équipé d'un écran de grande taille sur le tableau de bord, d'un affichage tête haute et, pour optimiser ses capacités, d'un casque permettant la désignation visuelle des systèmes, une fonctionnalité comparable à celle du Rafale. L'ensemble de ces éléments a été conçu pour maximiser la conscience situationnelle du pilote. De mon point de vue, le Gripen a été conçu pour permettre à un seul aéronef opérant de manière autonome de représenter une menace significative pour l'adversaire, que ce soit en combat aérien, en attaque au sol ou en reconnaissance grâce à une approche initiale centrée sur la capacité à mener des opérations de guerre. En d'autres termes, le Gripen s'apparente à un John Rambo, tandis que les avions occidentaux classiques, tels que le Rafale, le F-16, le Mirage 2009 et le Typhoon, ont été conçus selon une logique d'escadrille, à l'instar des groupes de forces spéciales où chaque membre est spécialisé dans un domaine précis, comme la reconnaissance ou l'attaque au sol, afin d'obtenir un effet militaire optimal sur une zone donnée. Le Gripen, quant à lui, s'inscrit dans une logique différente, celle de Rambo 1, où un aéronef surarmé et suréquipé peut apparaître et disparaître rapidement, perturbant ainsi les forces adverses opérant selon une logique de fonctionnement moins agile.
La pertinence du Gripen pour l'armée ukrainienne reste à évaluer. Il convient de s'interroger sur la possibilité d'une attrition inévitable, que ce soit en temps de paix ou de guerre, lors de l'approche d'un adversaire avec un monomoteur réfléchi, dans le but d'infliger des dommages maximaux. Malgré cela, ces appareils nécessitent une attention minimale en termes d'entretien, ce qui est remarquable pour un modélisateur. Dès 2023, les forces ukrainiennes ont procédé à des tests de cet appareil et certains pilotes ont reçu leur formation en Suède. L'un des moyens d'accroître leur potentiel réside donc dans la formation de pilotes. Je suis convaincu que intégration de systèmes de formation modernes et de intelligence artificielle permettra d'atteindre un niveau de compétence standard, notamment en combat, longue portée bien supérieure à celui actuellement observé, et ce à un coût temporel et financier considérablement réduit par rapport à la génération précédente. Nous assistons à l'avènement d'une nouvelle génération d'avions de combat, potentiellement la dernière avant l'émergence de systèmes de combat tels que le X-BAT. Si vous suivez cette chaîne depuis 3 ans, vous savez que nous insistons sur importance pour armée ukrainienne, de se structurer et de viser une force militaire conséquente. Je ne peux que saluer la cohérence et la logique de leur volonté affichée de renforcer leurs capacités. Je suis toutefois surpris que cette décision ait pris autant de temps. Il est important de préciser que cette annonce ne signifie pas que le Gripen E sera déployé en Ukraine dans un avenir immédiat. Il est envisageable que des Gripen C et D soient intégrés au package fourni à l'armée de LOR ukrainienne. Cette hypothèse repose sur le fait que environ la moitié des Gripen actuellement utilisés par armée suédoise, seront retirés dès ici 2030, afin d'être remplacés par une flotte majoritairement composée de Gripen E et F. Il est donc plausible qu'une partie de ces avions D occasion soit transférée vers Ukraine ou utilisée par armée ukrainienne. Ces appareils, bien que dotés de capacités inférieures à celles des Gripen E et F, commentez votre avis. Pensez-vous que le Gripen E est le bon choix pour l'Ukraine? Avez-vous déjà vu un Gripen en vol? Et surtout, quelle sera la prochaine étape dans l'évolution de l'aviation de combat?